Section 2. Accéder au financement grâce à une préparation réussie du projet. Sous-section 2. Comment construire un projet attractif pour les investisseurs. Unité 1. Étape de l'élaboration d'un projet. Cette unité couvre les principales étapes du développement d'un projet. Après avoir complété cette unité, vous serez en mesure de reconnaître les impacts socio-économiques et environnementaux positifs des infrastructures durables. Vous saurez reconnaître les secteurs et les domaines d'investissement les plus fréquents dans le domaine des infrastructures durables. Enfin, vous saurez distinguer les étapes du cycle de développement d'un projet et ses principaux jalons. Avant de décrire les prochaines étapes de la préparation d'un projet, voyons pourquoi il est important d'investir dans une structure durable. Comme nous l'avons mentionné dans la première section, les zones urbaines ont un grand potentiel de transformation dans le domaine du développement durable. En tant que prestataires de services, elles peuvent tirer parti de projets d'infrastructures durables non seulement au bénéfice direct de leurs habitants, mais aussi pour améliorer leurs conditions sociales et économiques. Par exemple, les projets d'infrastructures durables peuvent augmenter et améliorer l'accessibilité à l'eau, les systèmes de transport et le développement économique. Ils contribuent directement à faire progresser les engagements nationaux en matière de climat, qui à leur tour aident à se conformer aux accords internationaux tels que l'accord de Paris. Dans cette diapositive, nous allons examiner certains des secteurs et domaines d'investissement habituels pour des infrastructures durables. Le premier secteur est celui de l'eau et de sa gestion. Les interventions durables dans ce domaine comprennent la construction de stations d'épuration ou la restauration des bassins versants. Deuxièmement, le secteur des déchets. Ici, les interventions peuvent être aussi directes que la mise en œuvre de systèmes de conversion des déchets en énergie, ou plus indirectes comme la réduction des déchets résultant d'une approche de développement circulaire. Un autre secteur à fort potentiel de durabilité est celui de l'énergie, par exemple par l'installation de panneaux photovoltaïques ou de réseaux énergétiques intelligents qui génèrent de l'énergie renouvelable. Quatrièmement, les transports peuvent bénéficier de diverses interventions, telles que des lignes réservées aux bus et vélos électriques, qui complètent les transports publics et offrent des options de mobilité supplémentaires aux citoyens. Enfin, la sylviculture englobe des actions telles que la plantation d'arbres dans les zones urbaines et le reboisement. Commençons par le cycle de développement du projet. Nous avons identifié les principaux secteurs qui peuvent bénéficier d'infrastructures durables et nous avons vu quelques exemples d'interventions potentielles. Nous allons maintenant voir comment concrétiser tout cela. L'unité précédente s'est concentrée sur les deux premières étapes de la phase initiale, à savoir un environnement favorable et la planification de l'action pour le climat. Dans cette unité, on va approfondir les autres phases du cycle de développement du projet, qui sont davantage axées sur le concept du projet. Un concept de projet solide doit généralement identifier les résultats attendus, les objectifs, les produits à livrer, les impacts, les tâches, les délais et les retombées. Ces éléments doivent être cohérents avec les priorités définies par le plan d'action pour le climat. Étant donné que cette phase pose les bases d'un concept solide, il est bon d'identifier ici les flux budgétaires potentiels et les modèles financiers pour la réalisation et la continuité du projet. Le fait d'avoir une vue d'ensemble des flux financiers nécessaires permet également d'identifier les lacunes financières potentielles. Cette phase se termine par la réalisation de l'étude de préfaisabilité. Une étude de préfaisabilité évalue les options et solutions techniques, environnementales, sociales et politiques réalisables pour le projet. Elle se fonde principalement sur les sources de données déjà disponibles, les études d'évaluation existantes pour des projets similaires et les technologies et solutions éprouvées. Ces résultats doivent inclure la faisabilité juridique, la faisabilité technique, la viabilité financière préliminaire, l'analyse des capacités institutionnelles et l'identification des prochaines étapes. Vous devez toujours garder à l'esprit que la réalisation d'une telle étude nécessite du temps, souvent plus de 6 mois. Cela dépend aussi beaucoup de la nature du projet, du contexte de l'administration locale et de l'expertise externe. La phase suivante concerne la faisabilité et la structuration du projet. L'étude de faisabilité approfondit les détails techniques du projet. Elle prouve que les interventions proposées peuvent effectivement être mises en œuvre, d'un point de vue technique et économique. Elle comprend au minimum la réalisation de modèles financiers, l'analyse des options techniques et l'évaluation socio-économique. En fonction de l'ampleur et de la complexité du projet, d'autres études peuvent être nécessaires. Les résultats de l'étude de faisabilité du projet servent de base à la structuration du projet.
Cette étape permet de déterminer les mécanismes financiers les plus appropriés et les plus viables. Par exemple, il s'agit de déterminer s'il est possible d'établir un partenariat public-privé ou d'obtenir un financement auprès de sources publiques ou privées. Cette phase comprend également la conception de la gestion des entités juridiques, telles que l'administration des investissements, le contrôle des investissements et la gestion des investissements. Avant de poursuivre, clarifions les différences et les similitudes entre une étude de pré-faisabilité et une étude de faisabilité. L'une des principales différences réside dans le type de données utilisées dans chaque cas. L'étude de pré-faisabilité est principalement basée sur des données existantes et des sources secondaires. L'étude de faisabilité, quant à elle, nécessite des études et des analyses d'ingénierie plus précises, parfois même sur site. Cependant, les deux études évaluent les aspects techniques, environnementaux, sociaux et politiques. La dernière étape, également connue sous le nom d'étape de pré-mise en œuvre, finalise le financement du projet et la structure juridique. Elle implique l'exécution des démarches juridiques visant à garantir le financement et la passation des marchés pour les services de construction et d'exploitation. Cette étape implique l'engagement commercial et financier, ce qui signifie que la préparation des contrats peut commencer afin de mener à bien les processus de passation des marchés ou d'appel d'offres, en fonction de la législation et du type de service à contracter. Toutes les études techniques et financières doivent maintenant être prêtes. Il s'agit par exemple des études de faisabilité, du modèle financier, des plans et de la conception de l'infrastructure, etc. En d'autres termes, la conception technique du projet en est à sa version finale. Si vous travaillez dans une administration publique, ce processus peut vous sembler familier. En effet, la plupart de ces étapes sont généralement les mêmes lors de la passation de marchés de biens ou de services. Dans le cas spécifique des projets d'infrastructure, les études techniques d'ingénierie et le modèle financier seront d'un grand intérêt pour les investisseurs extérieurs. Sur le plan juridique, vous devrez comprendre ce que votre administration locale peut faire et comment. Par exemple, votre collectivité locale a-t-elle besoin de l'approbation d'un ministère national pour emprunter de l'argent? Et est-elle politiquement et financièrement en mesure de porter la dette du financement du projet sur ses comptes? Une fois que vous disposez de tous ces éléments, la phase de pré-mise en œuvre est terminée. Il est maintenant temps de faire de votre idée une réalité. Comme son nom l'indique, la phase de mise en œuvre correspond au début de la mise en œuvre concrète du projet. Au cours de ce processus, vous devez assurer un contact régulier avec les parties prenantes. Il s'agit de celles qui ont été identifiées et consultées au cours des étapes précédentes, mais d'autres parties prenantes peuvent intervenir au cours de la phase de mise en œuvre. En continuant à les impliquer, vous renforcerez leur appropriation du projet et vous stimulerez la discussion sur l'avancement du projet. En fait, certains projets peuvent nécessiter une analyse périodique des rendements économiques et des flux de trésorerie. C'est notamment le cas lorsque le modèle économique est axé sur la génération de revenus ou que l'instrument financier exige un retour sur investissement. Pour les projets axés sur l'adaptation au changement climatique et la résilience urbaine, cette étape peut être différente. En outre, il est important de faire réaliser les mesures d'assurance qualité nécessaires par l'autorité compétente. Cette évaluation doit également comprendre une vérification croisée entre les résultats escomptés et les résultats actuels. Enfin, à ce stade, la gestion de l'équipe projet est essentielle pour obtenir des résultats fructueux dans les délais impartis. N'oubliez pas que les ajustements et les changements sont assez normaux à ce stade et qu'ils peuvent être effectués sans modifier les caractéristiques techniques du projet. Il peut s'agir, par exemple, de changements visant à étendre l'impact positif du projet, comme l'inclusion de nouvelles parties prenantes. La phase de l'après-mise en œuvre est consacrée au suivi et à l'évaluation du fonctionnement du projet. Elle peut également inclure une renégociation ou un refinancement, en fonction des caractéristiques du projet et du mécanisme financier utilisé. Cette phase doit permettre d'évaluer la mise en œuvre du projet sur la base de sa conception initiale, son efficacité en termes de fonctionnement et sa performance en tant que comparaison entre les résultats obtenus et les résultats escomptés. Parmi les exemples de ces derniers, citons le nombre d'emplois créés, le personnel ayant reçu une formation, la quantité de CO2 réduite et le nombre d'utilisateurs par an. L'étape du suivi et de l'évaluation répond aux questions suivantes. Quelles méthodes seront utilisées ou adaptées? Qui effectuera le suivi? Qui recevra les rapports de suivi? Dans cette unité, nous avons décrit les étapes nécessaires à l'élaboration d'un projet. Dans la pratique, cependant,
les collectivités locales peuvent être confrontées à de multiples difficultés. Nous vous invitons à partager dans l'espace de discussion vos expériences concernant les obstacles ou les difficultés que vous avez rencontrés lors de la préparation d'un projet et la manière dont vous les avez surmontés. Dans cette unité, vous avez appris que la construction d'infrastructures durables est essentielle pour atteindre les objectifs internationaux, mondiaux et nationaux, ainsi que pour fournir des services plus nombreux et de meilleure qualité à la population. Vous avez vu qu'une idée de projet ne se suffit pas à elle seule à rechercher des sources de financement pour sa mise en œuvre. Vous avez également compris pourquoi le cycle de développement d'un projet implique différents départements au sein de l'administration gouvernementale. Enfin, il vous a été rappelé que la mise en œuvre d'un projet n'est pas la dernière étape. En effet, après cette phase, le projet doit être suivi et évalué pour déterminer son succès.